Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet événement de l'European Cancer Organization. Je salue tous les participants, à commencer bien évidemment par le président, notre collègue et ami, le professeur Matti Appro, à qui je laisse la parole. Non sans vous avoir rappelé le contexte de cette rencontre. La pandémie de Covid-19 a eu sur les patients atteints de cancer des conséquences délétères puisqu'ils présentent un risque très élevé de maladies graves et de décès par Covid-19. Je voudrais remercier l'ECHO pour avoir fédéré cet appel à l'échelle européenne. Rappelons que les premières mesures de confinement ont retenti sur le dépistage, sur les traitements avec des reports de programmation et avec des pénuries de médicaments, et sur la surveillance par déficit de communication avec les professionnels. J'ai personnellement expérimenté la télémédecine pendant plusieurs mois, chaque fois que possible. Le contexte est celui d'un rapport de la Commission spéciale sur la lutte contre le cancer au Parlement européen, où je demanderai entre autres au gouvernement et aux institutions européennes de s'engager pour évaluer les conséquences du Covid sur chaque stade du cancer, rattraper les retards, pallier les pénuries, combler le manque d'effectifs en cancérologie et assurer la vaccination complète des patients atteints de cancer. Enfin, comme nous le savons tous, le cancer est une pathologie modélisante. Les progrès que nous réaliserons dans la lutte contre le cancer et dans l'anticipation et la gestion des crises sanitaires profiteront également aux autres patients porteurs de maladies chroniques. Je te laisse la parole, mon cher Matti. Bien, merci beaucoup Véronique pour cette introduction qui nous rappelle le contexte dans lequel nous sommes tous ensemble, contexte qui heureusement commence à voir quelques lumières d'espoir en Europe. Malheureusement, nous savons que dans beaucoup de pays ailleurs dans le monde, ce n'est pas le cas et il y a encore beaucoup à faire. Mais restons en Europe. Nous sommes ici dans une réunion dédiée à la France et à tous nos amis francophones. La COVID-19 ne doit pas être un frein aux soins contre le cancer. Animé par l'Organisation européenne contre le cancer, European Cancer Organization, grâce à tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu se joindre à nous. Et si je dis tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu se joindre à nous, voici une diapo en franglais. We want to hear from you. Nous voulons entendre votre opinion. Vous avez la possibilité, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, ils le savent maintenant. Vous voyez en bas sur votre écran la possibilité d'intervenir dans une boîte de discussion. Partagez vos réactions, vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas de France, mais que vous êtes d'un autre pays quelconque d'Europe et que vous nous suivez ici en français, dites-nous si vous voulez que nous venions chez vous. Je vous montrerai tout à l'heure ce que nous avons déjà comme plan. Tout ceci sera enregistré, sera sur notre site web de la European Cancer Organization et bien sûr, vous pouvez attirer tous vos amis pour venir voir ce qui a été dit. Qui sommes-nous? L'Organisation européenne contre le cancer. Nous sommes 36 sociétés membres, 20 groupes de défense des patients. Et le but de cette organisation, et Véronique a fait allusion tout à l'heure, c'est de fédérer, c'est d'amener tous ceux qui ont une cause commune, ici le cancer, mais nous savons qu'il y a d'autres causes très importantes, comme les maladies cardiovasculaires, par exemple, qui aussi souffrent du Covid, à travailler ensemble, pas seulement à cause du Covid, mais pour tout ce que nous pouvons faire. Et nous vivons en ce moment, en Europe, une période remarquable où il y a un effort vraiment au plus haut niveau pour mettre en avant le cancer, sans oublier toutes les implications qu'il y a entre le cancer et d'autres maladies extrêmement importantes. Nous travaillons dans l'ECO avec des réseaux thématiques ciblés qui essayent de cibler différents aspects du cancer. Je ne vais pas vous les détailler, mais pour vous dire qu'ils sont ouverts, ces réseaux. Si vous voulez travailler dans ces réseaux, contactez-nous, regardez sur notre site web, faites-nous savoir ce que vous pourriez amener à ces réseaux et on trouvera une solution pour amener votre expertise à l'intérieur de ces réseaux.
Nous avons, comme beaucoup de sociétés, établi un plan pour essayer de nous en sortir de cette situation. Et ce plan est ici illustré dans cette diapo. À nouveau, je ne vous la détaille pas, je vous la laisse lire si vous avez le temps de la lire pendant que je parle. Et surtout, c'est d'amener l'attention de toutes les autorités sur le fait que même s'il est très important de reconstruire dans tous les domaines, le cancer ne doit pas être oublié dans la lutte contre l'autre C, contre le COVID-19. Beaucoup de sociétés, beaucoup de groupes, beaucoup aussi d'industries nous ont joints pour nous aider à mettre en avant cette campagne Time to Act, il est temps d'agir, que nous avons pu maintenant déployer dans un certain nombre de pays, que nous allons déployer dans d'autres pays d'ici la fin de l'année et bien sûr encore l'année prochaine. Quels sont ces pays? Nous avons commencé par la Pologne, nous avons continué en Italie, ensuite en Espagne, ensuite en Roumanie, ensuite à Malte. Et nous avons prévu d'autres pays sur la liste et d'autres vont encore s'y joindre en 2022. Si nous parlons aussi sur le fait que nous avons les données. Nous avons les données qui nous permettent de dire que malheureusement, il y a un impact majeur. Ceci va être illustré par de nombreuses interventions tout à l'heure. Bien évidemment, il y a eu des interventions très importantes, entre autres, bien sûr, par la Commission européenne, par des enquêtes qui ont été faites aussi en collaboration avec l'Organisation européenne contre le cancer. Et nous avons sur notre site un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes et précieuses. Bien sûr, elles sont encore en grande majorité en anglais. Mais il nous faut travailler plus, il nous faut mieux comprendre quel est l'impact du Covid pour les patients, les patientes et pour tout le système de santé. Et les principales conclusions que nous avons eues de notre enquête, qui sont celles d'autres enquêtes aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup moins de patients cancéreux vus. Il y a eu insuffisamment de tests de dépistage du cancer faits pour plusieurs raisons. Il y a donc des patients atteints de cancer qui probablement sont là, qu'on aurait pu détecter, que nous n'avons pas détecté. Nous savons que les patients ont eu peur. Notre communication pour les patients, pour les rassurer sur les mesures prises pour les protéger, ont été insuffisantes. Et puis, bien évidemment, il y a un important épuisement de tous ceux qui, de façon remarquable, ont travaillé pour aider les patients avec COVID-19 qui ont malheureusement dû délaisser les patients avec cancer et qui ont été surchargés de travail. Et je reviens sur le fait que beaucoup ne sont pas allés demander leur dû, c'est-à-dire le dépistage et le traitement adéquat. Voilà, c'est ce que je voulais te dire à toi, Véronique, et à vous tous, à vous toutes. Et maintenant, je te laisse introduire notre orateur suivant. Merci beaucoup, Mathie, pour cette mise en perspective. L'orateur suivant est une oratrice et c'est Madame Stella Kyriakides, qui est la commissaire européenne à la santé, que je salue virtuellement, mais que j'ai la chance de rencontrer régulièrement. Nous allons donc lancer une vidéo qu'elle nous a consacrée. Cancer takes time away from us, our family and friends. It doesn't care who or where we are. And it will not wait for the COVID-19 pandemic to be over. But together, we can act to make a difference. For each of us, that starts with prevention and early diagnosis. They offer the best chance of keeping cancer at bay. So please, don't wait either. Don't waste time. Time is your friend. If you act quickly enough to detect and prevent. Visit your doctor if you're worried you may have cancer. Go for your checkup. Do your screening early. Follow treatment if you're asked to. Your health services will do all they can to keep you safe. Meanwhile, at the EU, we insist that it is time to act, and we're doing all we can to reverse the cancer trend in Europe. We have put a Beating Cancer plan in place that focuses on patient needs, from prevention to survivorship. It is a plan for all Europeans. We can all make it a success and call time on cancer. It's time to act, for all of us, to act together. To find out how,
go to timetoactcancer.com. Thank you. Efkaristo Poli, Stella, comme toujours, une intervention remarquable, concise et bien dirigée contre le problème dont nous discutons aujourd'hui. Et maintenant, je me tourne toujours par vidéo enregistrée vers mon cher ami Thierry Philippe de l'Institut Curie qui va nous adresser quelques paroles. Thierry, the floor is yours. Madame la commissaire européenne à la santé, Madame la députée européenne rapporteuse de la commission BK, chère Véronique, Monsieur le président de l'ICO, Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord remercier l'ICO pour son investissement sur cette thématique qui reste extrêmement importante pour bon nombre de pays européens et bien sûr vous remercier pour votre invitation. La pandémie de Covid-19 s'inscrit en réalité maintenant dans une certaine normalisation. Mais malgré cette normalisation, malheureusement, toutes les maladies longues, et en particulier le cancer, sont touchées par cette pandémie. Et la réalité, nous la connaissons bien en France et à l'Institut Curie. Elle date du premier confinement, au printemps 2020. Dès cette période, nous avons fait face à une fréquentation en chute libre, parce qu'il y avait une chute libre des cabinets médicaux, parce qu'il n'y avait plus de consultation d'ophtalmologie, parce qu'il n'y avait plus de dépistage du cancer du sein ou du cancer du côlon. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme dès ce moment-là, pas tout seul bien sûr, avec un certain nombre de nos collègues, et nous avons bien vu tout de suite qu'il y avait des pertes de chance. Nous avons eu, en particulier à l'Institut Curie, une vraie inquiétude pour les cancers du sein. Nous recevons 4000 nouveaux cancers du sein par an. Il y a 5000 femmes qui sont diagnostiquées tous les mois en France pour un cancer du sein et il y a eu un retard considérable pendant cette période de la prise en charge de ces malades et bien entendu du diagnostic. Sur l'année 2020 d'ailleurs, le bilan pour l'Institut Curie est très simple. Nous avons enregistré une baisse de presque 8% de notre activité d'hospitalisation, que ce soit des séjours complets ou des séances de radiothérapie. Cela représente l'équivalent d'un mois d'activité en période hors Covid. Et donc, en valeur absolue, les chiffres sont encore plus impressionnants puisque là où on faisait avant 185 000 séjours en 2019, on en a fait 166 000 en 2021, ce qui fait 15 000 séjours en moins liés au Covid pour le seul Institut Curie. Et pour nos patients internationaux, les chiffres sont encore plus dramatiques avec la fermeture des frontières. Pendant cette période qui n'est pas terminée, notre ensemble hospitalier a continué à travailler. Nous avons fait 19 essais, 15 venant de notre centre de recherche, 4 venant de l'hôpital pendant cette période pour essayer de comprendre ce lien entre Covid et cancer. Nous avons surtout communiqué pour faire passer aux malades qui finalement avaient peur de venir à l'hôpital que toute la sécurité était assurée et qu'il fallait absolument venir à l'hôpital. Et c'est ça le message essentiel aujourd'hui. It's time to act, comme on dit en anglais. Il faut agir. Il faut d'abord ne pas avoir peur des symptômes et aller voir son médecin extrêmement rapidement. Il faut se rappeler que 40% des cancers sont évitables, mais que la majorité des cancers peuvent être diagnostiqués tôt, à un moment où on peut les guérir facilement. Il faut donc, it's time to act, il faut venir à l'hôpital, ne pas avoir peur, quels que soient les symptômes, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette perte de chance qui malheureusement restera sur l'année 2020, mais il faut absolument maintenant en 2021 et 2022, it's time to act, qu'il n'y ait plus de perte de chance, quel que soit l'endroit où l'on frappe à la porte, d'où l'importance des réseaux de soins associés au Comprehensive Cancer Center, au centre de lutte contre le cancer, qu'il soit dans les universités ou qu'il soit, comme l'Institut Curie, des centres historiques. Merci et rappelez-vous bien, il est temps d'agir. Merci beaucoup, cher Thierry. Merci pour les échanges inspirants que nous avons régulièrement tous les deux autour du plan européen contre le cancer. Et d'un ami à l'autre, je veux maintenant passer la parole au président de l'Institut national du cancer, le professeur Norbert Iffra, sur la stratégie décennale française. Mesdames et messieurs, bonjour.
le développement de l'épidémie de SARS-CoV-2 a contraint l'ensemble des États membres de l'Europe à prendre des mesures extrêmes. Il s'agissait de préserver le système de soins qui était mis à rude épreuve par un afflux de patients en détresse respiratoire. Pour la première fois, nous avions, dans nos pays développés, les moyens de lutter contre une pandémie de façon significative. Et nous avons privilégié le combat contre le virus, limitant de fait les ressources humaines et matérielles à consacrer aux autres pathologies, dont les patients atteints de cancer. Avant la pandémie, des publications scientifiques montraient déjà combien chaque retard dans l'exécution des soins se traduit par une augmentation de la mortalité lorsqu'on parle de cancer. Dès la fin du printemps 2020, nous avons pu anticiper des retards, des difficultés d'accès, des renoncements aux soins. Des mesures énergiques ont été prises dès les premières alertes pour limiter au maximum les pertes de chance. La mobilisation des acteurs de la cancérologie a été remarquable. L'engagement pour les malades a été total. Les associations, les soignants, les réseaux de soins et de recherche, les institutions se sont organisés pour que la prévention à l'après-cancer, du diagnostic aux soins palliatifs, le système redémarre. Nous avons fait notre part en structurant les comités de pilotage, régionaux comme nationaux. Et ces comités ont permis de faire circuler les informations, de coordonner les actions. Mais c'est sur le terrain que nous avons observé les évolutions les plus rapides et exemplaires. La médecine de ville s'est organisée. Les parcours diagnostiques ont été accélérés. Les hôpitaux ont privilégié les interventions prioritaires. Des établissements concurrents se sont organisés pour travailler ensemble. Des stratégies plus ambulatoires ont été privilégiées. Cette organisation nous a permis de ne pas noter de baisse de l'activité de chirurgie d'exérèse des cancers lors de deuxième vague et des suivantes, de préserver les chances de guérison de nos patients. Dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers de notre pays, dans la mise en œuvre du plan européen, nous pourrons réinvestir ce que nous avons appris. C'est pourquoi il est urgent d'agir pour rendre nos systèmes de soins plus résilients. Les actions de prévention, de dépistage, de soins ne peuvent être dégradées en période de pandémie. Nous devons anticiper pour maintenir le niveau d'excellence des soins que méritent les patients atteints de cancer. En investissant dans la santé publique, les actions de prévention, vues sous le sens de la responsabilité populationnelle dans chaque territoire, en assurant la continuité de nos programmes de dépistage organisés, en sanctuarisant les temps forts du parcours de soins, qu'il s'agisse des réunions de concertation pluridisciplinaires, des consultations d'annonces, en maintenant l'accès aux soins de support, nous pouvons atténuer, voire supprimer, l'effet de la pandémie sur les parcours de soins. Nous devons veiller à ce que la recherche ne prenne pas de retard, en veillant au fonctionnement et au financement des programmes, malgré les contraintes supplémentaires qui s'imposent. Nous devons aussi investir dans les programmes, pour comprendre les liens entre Covid et cancer, et pour suivre les cohortes de patients diagnostiqués entre 2020 et la fin de la pandémie. Nous devons protéger nos patients, encore et toujours, du virus, en favorisant leur vaccination et en construisant des programmes de recherche validant les meilleurs schémas d'administration des vaccins pour ces publics fragiles, et des cancers. Car nous devons être les garants de l'information validée dans un monde de désinformation accrue où l'exploitation des peurs, des angoisses de nos patients est devenue malheureusement trop courante. Tout ceci mobilisera des ressources et surtout mobilisera la capacité à coordonner nos actions dans chaque État et au sein de l'Europe. Europe unie, de façon exemplaire lorsqu'il a été question de la vaccination des populations par exemple. À l'heure du lancement du plan cancer européen, cette union politique, scientifique et médicale est à notre portée. Non seulement nous, citoyens, acteurs de la cancérologie, gouvernants, nous pouvons relever le défi de relancer l'activité de cancérologie, mais nous ferons mieux en ne laissant pas la pandémie abattre nos espérances et nos projets. Nous mettrons en place les actions que nous avons prévues pour, comme c'est l'intitulé de notre plan commun, battre les cancers. C'est à notre portée. Je vous remercie. Merci beaucoup Norbert Ifra. Nous allons maintenant visionner la vidéo de la campagne Time to Act. Il est temps d'agir. La Covid-19 a perturbé nos vies,
et a des conséquences majeures sur les soins contre le cancer et les patients. Nous pourrions attendre que la pandémie se termine. Le cancer, lui, n'attendra pas. Il est temps d'agir. Prendre soin de votre santé et lutter contre le cancer est plus important que jamais. La Covid-19 ne doit pas être un frein à vos dépistages ou à votre traitement. Plus le diagnostic est précoce, plus le traitement a des chances de réussir. Un rendez-vous chez votre médecin peut vous sauver la vie. Avez-vous des saignements quand vous allez aux toilettes? Une masse dans un sein? Des difficultés à avaler? Une perte de poids inexpliquée? Ou d'autres signes précurseurs du cancer? N'attendez pas et contactez votre médecin. Ne retardez pas vos rendez-vous et n'hésitez pas à en planifier de nouveaux. Ne ratez pas vos rendez-vous de dépistage, de vaccination contre le papillomavirus ou de traitement. Le cancer n'attend pas, donc n'attendez pas non plus. Les services de santé continuent d'opérer dans les meilleures conditions de sécurité pour vous apporter les soins dont vous avez besoin. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas la Covid-19 être un frein aux soins contre le cancer. La pandémie et les soins contre le cancer, défis, constats et mesures. Voici le titre de notre session et j'invite Sophie Beaupère, déléguée générale à Unicancer, de nous partager ses réflexions. Sophie, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup. En premier lieu, je pense qu'il est important de revenir effectivement sur ce qui s'est passé lors de la première vague et les conséquences que cela a pu avoir pour les patients et les patientes. Cela a été dit, il y a eu bien sûr des retards notamment de diagnostic et de primo-diagnostic. C'est quelque chose que l'on a pu évaluer au sein de notre réseau Unicancer, où on a pu chiffrer les diminutions du nombre de premiers diagnostics, une diminution moyenne de 5% lors de la première vague des primo-diagnostics, qui concernait principalement le cancer du sein et le cancer de la prostate, ce qui nous a permis de modéliser les potentiellement risques de mort prématurée dans les années qui viennent liés à ces retards de diagnostic, qui ont été chiffrés entre 1000 et 6000 décès supplémentaires. Donc c'est une réalité, les retards de primo-diagnostic qu'il y a eu lors de la première vague. Et pour le reste, bien sûr, la continuité de la prise en charge a été assurée grâce à une mobilisation forte de tous les acteurs. Il y a eu une solidarité importante, et ça c'est important de le souligner, une vraie collaboration entre les professionnels et les établissements de l'ensemble du système de santé, avec des professionnels qui se sont déplacés dans les établissements quand il y avait des manques d'anesthésistes, de professionnels, une solidarité importante qui a permis d'assurer la continuité de la prise en charge. Mais les retards de diagnostic sont effectivement un vrai enjeu et il est important de le rappeler et de le souligner. Aujourd'hui, la situation est la suivante. On doit absorber quelque part ces décalages qu'il y a pu avoir, continuer à œuvrer pour la continuité de la prise en charge dans un contexte qui reste compliqué, et alors même que l'ensemble des établissements connaissent des difficultés d'effectifs, notamment paramédicaux, avec un taux d'absentéisme qui est non négligeable. La vaccination, bien sûr, des patients et des professionnels a constitué un véritable enjeu pour garantir la prise en charge de la cancérologie et la sécurité des patients. Les études effectuées au niveau du Unicancer montrent bien sûr le bénéfice de la double vaccination pour protéger les patients en cancérologie. Il est heureux de constater que la très grande majorité des professionnels de cancérologie sont vaccinés, et cela permet d'assurer la prise en charge, même si, comme je vous le disais, la situation des établissements reste tendue compte tenu de la fatigue des professionnels et donc d'un absentéisme important. Pour finir, parce que je pense que le but est d'être synthétique, et pour reprendre finalement dans la continuité des présentations qui ont été faites, et notamment celle de Norbert Ifra sur la stratégie décennale, il est clair que ce qui est important pour nous, c'est dans ce contexte complexe et mouvant, de continuer à garder le cap, je dirais, sur nos priorités, qui sont développer les actions de prévention, continuer tous les efforts de recherche, et notamment le travail fait sur les cancers rares et les cancers de mauvais pronostic.
En cela, la stratégie décennale de cancérologie, évidemment, donne une formidable impulsion pour tous les acteurs de la cancérologie française et plus globalement, bien sûr, le plan européen en matière de cancérologie et toutes les actions qui sont en cours et qui sont fondamentales pour nous sur ce qui concerne, bien sûr, les thématiques de la prévention, des plateformes technologiques qui vont nous permettre de poursuivre tous nos actions en matière de médecine personnalisée et de pouvoir, je dirais, écrire la cancérologie de demain. Merci beaucoup pour cette intervention succincte mais très dense d'informations. Et puis maintenant, nous allons voir une vidéo que nous a adressée Françoise Rimarec, directrice générale de Gustave Roussy. La crise sanitaire que nous vivons actuellement, que nous avons vécue, a malheureusement eu un impact très important sur la prise en charge des cancers et a engendré un retard de prise en charge, un retard dans les traitements. On a vu dans un centre tel que Gustave Roussy une baisse d'environ 7% des nouveaux patients en 2020. Et d'après une étude réalisée par nos soins, dans les 5 prochaines années, entre 2 et 5% des décès par cancer vont être dus à un retard de prise en charge. Il y a donc eu un gros effet collatéral de la crise Covid sur le traitement des cancers et il est temps d'y mettre fin. Alors les raisons sont multiples. D'abord, il y a une diminution au niveau des dépistages parce que beaucoup de cabinets étaient fermés et donc les dépistages ne sont pas faits et donc les diagnostics rapides ne sont pas faits et la prise en charge au moment où la maladie est la plus précoce et au moment où on va la guérir, eh bien ces prises en charge n'ont pas pu être faites. Même dans des centres experts, dans des centres spécialisés comme Gustave Roussy, et ceci est assez inédit dans notre histoire, eh bien nous avons redéployé nos personnels de service, nos personnels de bloc opératoire vers les structures Covid et vers la réanimation. Nous avons dû modifier nos stratégies thérapeutiques pour traiter de la meilleure façon possible. Merci pour cette intervention et maintenant j'ai le plaisir d'introduire Jean-Christophe Sabourin, ancien président de la Société française de pathologie qui va nous partager quelques réflexions autour de son domaine de spécialité. Merci, oui, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et vous dire quelques mots sur l'anatomie et cytologie pathologique. Alors j'en précise un peu cette spécialité médicale parce que je pense qu'elle est souvent méconnue, en tout cas du grand public. C'est une spécialité médicale qui étudie les altérations morphologiques et maintenant moléculaires des tissus au cours des maladies. Et donc, le médecin anatomopathologiste, ou plus communément appelé pathologiste, a ce rôle d'étude des lésions macroscopiques, microscopiques et moléculaires pour donner un diagnostic extrêmement précis, le plus précis possible, à partir des biopsies, des prélèvements cytologiques ou des pièces de résection chirurgicale. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Un prélèvement, un diagnostic très précis. Et donc, le pathologiste joue un rôle majeur dans le diagnostic du cancer, dans sa prise en charge et dans sa surveillance. Et en tant que médecin pathologiste, il participe activement au RCP. Donc, le pathologiste est également un acteur majeur dans la prévention du cancer parce que, par exemple, il travaille activement dans le dépistage des cancers, le cancer du col utérin, le cancer du sein, par exemple. Alors, diapositive suivante, voilà quelques chiffres. En France, nous sommes 1400 pathologistes. Vous voyez, c'est peu, une discipline finalement de petite taille. Et notre société en France comporte 900 membres actifs. Et vous voyez une répartition qui est assez celle de nos médecins en France, c'est-à-dire 59% travaillent dans des cabinets de pathologie en libéral, 3% dans les centres de lutte contre le cancer, et puis dans les hôpitaux généraux, 22%, et dans les CHU, 16%. Notre DES, diplôme d'études spécialisées, se déroule en 5 ans et nous avons actuellement 100 internes en formation environ par an, ce qui fait un potentiel de 500 jeunes pathologistes qui seront formés dans les 5 ans.
Alors, l'impact de la prise Covid a été majeur dans notre discipline, puisque nous avons constaté jusqu'à 70% de baisse d'activité, en particulier dans l'étude des prélèvements de patients atteints de cancer, que ce soit en CHU ou dans les cabinets de pathologie ou dans les centres, dans les hôpitaux généraux. Donc, vraiment, on voit cet impact majeur dans le retard au diagnostic des cancers. Bien sûr, depuis ces crises, nous avons eu un rattrapage, mais qui a été simplement partiel, lié bien sûr à nos collègues chirurgiens ou nos collègues oncologues qui voient les patients, qui font les prélèvements, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de retard, et ce retard, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, c'est un impact majeur pour la survie des patients, pour la réponse au traitement. Mais ce que je dirais, c'est que les pathologistes français sont conscients et sont prêts à agir dès que tout sera mis en œuvre pour qu'on puisse reprendre en charge tous ces patients. Et je terminerai mon propos par une interrogation, et j'espère que cette réunion nous permettra d'y répondre. Voici cette directive qui vient de paraître il y a quelques jours au journal officiel, et on voit que dans cette stratégie de santé publique de l'Union européenne après le Covid-19, il n'y avait qu'un mot sur le cancer, cette action 48. Donc j'espère que grâce à tous, et en particulier grâce à cette action d'aujourd'hui, on pourra lutter plus efficacement contre le cancer en travaillant tous ensemble comme nous avons l'habitude de le faire. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, et c'est effectivement la raison de notre présence ici en France et dans les autres pays européens et auprès de nos amis de la Commission européenne que d'attirer l'attention sur le fait que oui, il y a un grand C qui est le Covid, mais il y a aussi un autre grand C qui est le cancer, et d'autres aussi maladies qu'il ne faut pas oublier dans cette période difficile où nous sortons d'une crise et nous préparons, hélas, la suivante qui, certes, selon certains, ne tardera pas, mais j'espère qu'ils ont tort. Maintenant, c'est mon grand plaisir de donner la parole à Marie-Pierre Revel, qui va nous parler d'un autre aspect de la lutte contre le cancer, qui est l'aspect de l'expertise du radiologue. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, j'ai essayé de réfléchir en préparation à cette réunion sur l'impact qu'a eu cette pandémie, d'une part sur nos organisations et d'autre part sur nos projets. Sur nos organisations, notamment pendant la première vague, bien sûr, la pandémie a eu un impact majeur car dans ces premiers mois, mars-avril 2020, vous savez que il y avait des délais pour obtenir les tests virologiques qui était important, ça prenait pas quelques heures, et donc on a vraiment contribué, nous les radiologues, à l'identification rapide chez les patients qui se présentaient aux urgences, et bien sûr on n'a pas utilisé le scanner comme test de dépistage, mais vraiment comme confirmation d'orientation vers des unités Covid, des patients qui se présentaient aux urgences de nos hôpitaux avec une détresse respiratoire. Et c'est surtout le scanner qui a été utile parce que, comme vous le voyez ici sur ces deux images, la radiographie du thorax n'était pas suffisante pour détecter les signes subtils de la pneumonie Covid, qui sont ces fameuses images en vert dépoli. Et donc, cette rapidité du scanner thoracique en 5 secondes permettait vraiment l'orientation, et ça a vraiment beaucoup aidé nos collègues urgentistes dans la première vague très forte de la pandémie Covid. En même temps, notre impératif à l'hôpital, c'était vraiment le maintien de deux activités, bien sûr la prise en charge des urgences et le maintien de l'activité oncologique. Le cancer, il ne pouvait pas faire une pause pendant la pandémie. Ceci dit, il y avait quand même deux soucis, et c'est ça qui se répercute maintenant. D'une part, nos collègues anesthésistes étaient moins disponibles pour nous accompagner sur les gestes lourds de radiologie interventionnelle oncologique. Il y avait moins de lits aussi pour admettre ces patients. Et puis surtout, les patients d'eux-mêmes ont hésité à se présenter à l'hôpital, ce qui a entraîné des ruptures de suivi. Vous avez ici l'exemple d'un patient qui a cette lésion dans le poumon qu'on aurait dû revoir beaucoup plus tôt et qui s'est présenté avec retard à un moment où son cancer avait évolué.
En même temps, comme on maintenait cette activité oncologique, ça nous a permis aussi, chez des patients ayant un cancer, d'identifier de façon fortuite, en faisant leur bilan préopératoire, des signes de pneumonie Covid qui ont aussi retardé leur chirurgie. Ça, c'est l'exemple d'une patiente qui se présentait pour la réévaluation avant l'intervention de sa tumeur du poumon, et puis on a dû reculer parce qu'elle avait contracté le Covid. Maintenant, sur nos projets, je dirais que l'impact, il a été majeur, et en particulier sur ce fameux projet de dépistage, cette étude d'implémentation du dépistage du cancer du poumon, pour lequel nous avions eu un financement par l'INCa et par le ministère de la Santé, confirmé fin 2020, alors qu'on nageait quand même vraiment dans la pandémie Covid. On avait réussi à convaincre que c'était important de réaliser une étude d'implémentation. On n'a pas pu la mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on a traversé plusieurs périodes de confinement, parce que cette étude reposait sur un recrutement de participantes et faire passer ce message, il fallait choisir un moment où ça serait audible, et ça nous paraît important maintenant de reprendre les choses parce qu'on sait qu'on a une évidence scientifique que le dépistage réduit la mortalité spécifique, donc il ne s'agit plus de le démontrer, il s'agit de l'implémenter et de résoudre des questions très pratiques. Juste quelques chiffres, 10 356 décès féminins par cancer du poumon en France en 2018, c'est presque autant que les décès par cancer du sein, qui pourtant est beaucoup plus fréquent. Donc là, ce projet Cascade que nous allons vraiment, l'objectif c'est de le mettre en place, vous voyez, c'est time to act, avant la fin de l'année, c'est de répondre à une question qui est très importante, c'est de valider comment doit se faire la lecture des examens de dépistage, qui en l'occurrence sont des scanners. Pour que ça marche, on veut démontrer que ça ne doit pas, comme dans les études, reposer par une double lecture par expert, parce que ça c'est vraiment trop lourd pour une étude en population, mais par des acteurs de terrain, comme c'est fait pour le dépistage du cancer du sein par la mammographie, qu'on aura formés, donc au départ qui ne sont pas experts, et qui seront aidés par des solutions d'intelligence artificielle. Et ce qu'on évaluera aussi, c'est ce que donne l'intelligence artificielle actuelle, c'est-à-dire avec du deep learning, comme première lecture. Est-ce que ça fait un tri qui est suffisamment fiable pour qu'on puisse s'aider de ça? Et voilà, donc on a ciblé 4 villes et régions en France pour avoir des profils socio-économiques différents, et on sait qu'il faut présenter les choses de façon positive. C'est un bilan de santé qui va certes détecter le cancer du poumon à un stade précoce, mais aussi chez ces femmes ménopausées, détecter de l'ostéoporose et aussi faire le bilan de comorbidité, des pathologies, des coronaires, puisqu'on a ces éléments sous les yeux. Voilà, et ça c'est complètement en phase avec ce que nous avions mené fin novembre avec la Société européenne de radiologie, ESR, European Society of Radiology, et nos collègues pneumologues, puisqu'on avait l'évidence avec les derniers résultats des études que le dépistage vraiment réduit la mortalité, qu'il fallait encourager les États membres à faire des études d'implémentation, ce qui est une étape sage avant de se lancer dans un dépistage en population. Il faut faire des études prudentes où on valide les modalités pratiques et notamment les modalités de lecture. Donc voilà, maintenant que la pandémie, grâce à la vaccination, est mieux contrôlée, on espère pouvoir débuter ça, parce qu'on est très inquiet de la progression des cancers du poumon, notamment féminins, dans certains pays d'Europe, dont l'Espagne et la France. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voici la démonstration de ce que nous désirons promouvoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a le cancer, il faut promouvoir tout ce que l'on peut faire dans cette lutte, et ceci est un merveilleux exemple. Et maintenant, je vous invite tous et toutes à regarder un petit clip vidéo avant de passer au sujet très important qui sera l'aspect des patients. Merci beaucoup. Je
me permet donc d'introduire la deuxième partie de ce programme et de remercier Matti Appro pour sa présentation avant de donner la parole à Yvon Krakowski, président de l'Association francophone pour les soins oncologiques de support. Merci Véronique. Avant l'intervention d'Yvon, je partage quelques idées que nous avons eu à développer au niveau de l'European Cancer Organization, la ECO, et entre autres le Code européen de la prise en charge du cancer que nous avons lancé en septembre de l'année passée avec la bienveillante approbation de Stella Kyriakides. Ce code est divisé en 10 points. À nouveau, je ne vais pas vous les détailler. Tout est sur notre site web en plusieurs langues et nous permet essentiellement aux patientes et aux patients de savoir quels sont leurs droits. C'est un complément à l'action contre le cancer qui a été lancée il y a très très longtemps par l'Union européenne avec là aussi un code d'action contre le cancer, mais c'est l'aspect vraiment pratique de ce que le patient doit pouvoir demander, ce que la patiente doit pouvoir demander tous les jours à son professionnel de santé. Comme dit, en plusieurs langues, nous n'avons pas encore toutes les langues européennes, mais presque, et nous avons reçu des demandes maintenant pour d'autres langues, puisque ce code est relativement universel et nous allons y travailler. C'est un outil ici dit pour responsabiliser le patient. Je n'aime pas beaucoup cette parole, mais elle nous a été donnée par un groupe de patients. C'est un outil qui permet au patient de se prendre en charge, la patiente de savoir ce à quoi il ou elle a droit. Basé sur une recherche de ce qui existe dans la littérature, ce qui existe dans la pratique clinique, effectuée par des experts. Vous avez ici la liste des premiers auteurs de ce travail remarquable qui a été mené conjointement par Mark Lawler et Cathy Oliver. Et Cathy est la présidente de notre groupe d'action des patientes et des patients contre le cancer dans le sein de la European Cancer Organization. Et bien évidemment, nous y abordons le fait qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour les patients et les patientes, de dire qu'il ne faut pas négliger le cancer, il ne faut pas prendre encore plus de retard et il va falloir redoubler d'efforts pour rattraper les retards là où ils sont rattrapables. Donc, 10 points d'action qui doivent être mis en œuvre dans les différents pays et nous allons certainement y contribuer grâce au soutien des groupements de patients dans tous les pays et bien évidemment en France. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc c'est maintenant le moment d'écouter notre ami le professeur Yvon Krakowski, président de l'Association francophone pour les soins oncologiques de support. Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Matti Appro et Thierry Philippe, porteurs de cette action Time to Act dans le cadre de l'European Cancer Organization, au nom de l'AFSOS, l'Association francophone pour les soins oncologiques de support, en lien bien sûr avec les autres sociétés d'oncologie médicale, de radiothérapie et de chirurgie avec lesquelles nous travaillons en permanence en lien sur le domaine des soins de support, dont l'infectiologie fait partie. Nous devons nous mobiliser autour des conséquences, des risques et des actions à mener pour protéger les malades atteints de cancer vis-à-vis des pertes de chance liées au Covid. Durant cette campagne, on nous rapportera les conséquences déjà observées de sous-diagnostic et de sous-traitement, conséquences de cette pandémie. Certaines données sont alarmantes, elles varient bien sûr, sans doute, en fonction des pays et des différentes modalités d'organisation hospitalière et en ville, mais certaines données sont effectivement alarmantes. 1,5 million de patients européens vus en moins dans la première année de pandémie. 100 millions, nous dit-on, de tests de dépistage non pratiqués dans cette première année. Un malade sur deux qui n'aurait pas reçu le traitement dans les conditions idéales. Sans oublier les conséquences pour les équipes soignantes
déjà usé par la pratique quotidienne et de plus en plus éprouvé par toutes les mesures liées au Covid, mesures de protection, mesures de prise en charge de patients qu'il faut protéger, tout ceci étant en plus du travail quotidien déjà extrêmement lourd. Nous avons dû mener une guerre dans l'urgence. Chacun a fait comme il pouvait, les politiques, les équipes soignantes, chacun à son niveau. Et il nous faut aujourd'hui réfléchir ensemble à la façon de faire face, non plus à cette guerre peut-être, mais à cette guérilla contre le Covid. Nous devons réfléchir ensemble et au niveau européen, partager nos connaissances, nos études cliniques sur ce domaine de l'infectiologie en particulier et en général. Et nous voici avec l'occasion de rappeler combien la lutte contre les infections constitue un élément des soins de support tout à fait fondamental et que peut-être nous avions oublié. Nous savons par exemple que la vaccination au type pneumococcique n'est certainement pas faite dans des conditions idéales. Nous devons lutter contre les fake news, ces données non vérifiées qui ont fait tant de dégâts dans nos esprits et dans les opinions et qui ont pu freiner la tenue des mesures barrières des vaccins. Nous devons mener des études cliniques plus vite pour justement contrebalancer ces idées qui circulent à la vitesse de l'éclair. Nous devons produire des recommandations, des référentiels, et l'AFSOS a déjà un référentiel sur vaccins et cancer qui intègre bien sûr, avec la Société française d'infectiologie de langue française, la partie Covid. Tout ceci doit être mené ensemble. Nous devons avancer de façon plus efficace, plus coordonnée. Et encore une fois, je salue cette démarche Time to Act pour unir nos efforts. En tout cas, en France, en francophonie, l'AFSOS, avec les autres sociétés savantes, sera de la partie pour aller vers une plus grande réflexion et être efficace dans les actes au quotidien auprès de chacun des malades qui se confient à nous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, je laisse maintenant la parole à Madame Spurrier-Bernard, présidente de Mélanome France. C'est à vous. Merci de m'avoir invité à contribuer à cette initiative extrêmement importante. Je suis la présidente de Mélanome France et la vice-présidente de MPNE, le réseau européen des patients atteints d'un mélanome, et une membre de la communauté des patients avocats chez l'Organisation européenne de cancer, ECO. Et mon mari est un patient de stade 4. Nos associations français et européens de plus de 3000 membres largement en ligne a pu soutenir les patients avec des infos à jour sur le Covid-19 et les vaccins et comme toujours sur le mélanome, les suivis adaptés et tous les soucis quotidiens qui préoccupent les patients et leurs proches. En France, l'impact du Covid-19 sur les patients a été important. Nous avons contribué à 2 enquêtes gérées par les associations patients en réseau et Juris Santé, qui a montré que 84% des patients n'ont pas reçu un suivi particulier. Selon les syndicats nationaux des dermatologues et vénérologues, 7% des Français déclarent avoir dû renoncer ou reporter une consultation chez leur dermatologue, près de 2 sur 10 chez des personnes particulièrement à risque. Ces résultats font redouter une accentuation des cas graves dus à une prise en charge tardive par les dermatologues. Les solutions qu'on cherche ne sont pas aidées par la pénurie des dermatologues en France. Les recherches européennes de plusieurs pays ont montré qu'en ce qui concerne les caractéristiques générales des patients atteints de mélanome non ressécable métastatique, nous constatons qu'ils semblent avoir une situation de base plus défavorable, en particulier pendant la deuxième vague de Covid. Les patients ont une condition plus mauvaise selon le score de performance ECOG, des marqueurs tuméraux plus élevés, comme le niveau de LDH, et les stades tuméraux plus élevés selon le stade AJCC.
que dans la période de référence avant la pandémie. La différence le plus frappante est le pourcentage plus élevé des patients présentant des métastases cérébrales dans la deuxième vague, 40% contre 27% dans la période de référence. Nous avons besoin des protocoles urgents de stratification du risque pour tenter de donner la priorité aux patients le plus exposés au risque de progression ou de rechute pour éviter qu'on a une génération de patients qui progressent trop vite pour pouvoir bénéficier des stratégies thérapeutiques. On devrait travailler ensemble. C'est maintenant le moment d'agir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour ce beau témoignage juste et poignant. Et je voudrais maintenant laisser la parole à Madame Ariane Weinmann, responsable des affaires publiques pour Eurordis, qui regroupe les associations s'occupant de maladies rares en Europe. Merci beaucoup, Madame Trier-Lenoir. Merci beaucoup à ECO pour cette invitation. Eurordis est également membre du comité patient de l'ECO. Donc, nous couvrons toutes les maladies rares, à la fois les maladies d'origine génétique, mais également les infections rares et les cancers rares. Donc, je vais apporter des informations un peu supplémentaires à ce qui a été dit jusqu'à présent, mais qui font largement écho à tout ce que nous avons entendu, et notamment par ma collègue Keliosa. Donc, en Europe, il y a environ plus de 6000 maladies rares connues et un peu plus de 200 cancers rares. En Europe, on estime à environ 30 millions le nombre de patients vivant avec une maladie rare et à 5,1 millions le nombre de patients atteints d'un cancer rare. Ce dernier chiffre provient de l'étude épidémiologique de RareCare.net. Alors, lors de la première vague de Covid-19, Eurordis a effectué un sondage auprès des malades et de leurs familles entre le mois d'avril et le mois de mai 2020 concernant l'impact du Covid-19 sur leurs soins. Donc, ce sondage était disponible en 23 langues et il y a eu un total de 6 945 répondants. Et les résultats sont les suivants. 83% des patients ont subi des interruptions de soins pendant cette période, donc avril-mai 2020. Parmi ces 83% de patients, 7 sur 10 ont eu leur rendez-vous de suivi médical annulé ou éventuellement fortement retardé. 6 sur 10 n'ont pas pu avoir accès à des tests diagnostiques comme des prises de sang, IRM, scanner, par exemple. 6 sur 10 ont eu leurs soins retardés, comme par exemple une chimiothérapie ou une transfusion. Encore 6 sur 10 ont eu leur opération déprogrammée. 8 sur 10 ont eu leur séance de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle annulée ou fortement retardée, ce qui est assez grave car beaucoup de ces malades souffrent de handicaps sévères. Et aussi, 6 sur 10 ont eu leur suivi psychologique interrompu, donc ce qui a nettement augmenté l'anxiété pendant cette période fort incertaine. Donc, ces chiffres parlent d'eux-mêmes et soulignent ce qui vient d'être dit, c'est que cette pandémie a eu également un impact sévère sur les personnes qui ont besoin de soins réguliers, d'un suivi et a considérablement freiner l'accès à un diagnostic, ce qui peut être dramatique, notamment pour des maladies aussi agressives que le cancer rare. Donc voilà pour notre étude. Et elle est disponible sur notre site. Merci beaucoup, Madame Weinmann. Je voudrais maintenant vous inviter à regarder une petite vidéo. Et maintenant, le futur. Un avenir sans cancer, combattre la maladie malgré la pandémie. Et j'ai le plaisir d'inviter Véronique Trier-Lenoir à partager quelques réflexions avec nous.
Merci beaucoup, Mathie. Oui, la crise du Covid ne doit pas nous empêcher de continuer à lutter contre le cancer dans toutes ses dimensions, et en particulier dans la dimension européenne. Je suis rapporteure de la commission spéciale de lutte contre le cancer au Parlement européen, et j'aimerais très rapidement vous présenter les grandes lignes de ce que nous défendons au sein de ce Parlement. Nous le défendons après plusieurs mois de travail et d'audition dans ce comité spécial, et j'ai articulé mon rapport sur 3 grands axes: le contexte général, les domaines d'action et les moyens d'action. J'épargnerai aux initiés que vous êtes le rappel du contexte général et le poids considérable de la maladie cancéreuse en Europe. Nous voulons un plan qui mobilise les compétences européennes dans toutes les politiques, dans le respect de la santé globale, des recommandations internationales et dans la préoccupation permanente de la lutte contre les inégalités de santé. 4 grands domaines d'action. Tout d'abord, la prévention. 40% des cancers devraient pouvoir être prévenus par une prévention efficace, dépendant d'interventions sur des déterminants individuels, mais aussi sociaux, environnementaux et commerciaux. Nous les listons sur la base du Code européen du cancer que je ne vous rappellerai pas, et nous évoquons pour chacune les législations existantes ou à venir ou les recommandations à fournir aux États membres. Notre objectif fort est celui d'une génération sans tabac en 2040. Dépistage également très inégalement développé dans les pays européens, pour lequel nous proposons une harmonisation des pratiques, le soutien aux innovations, des plateformes d'échange et de collaboration, et nous envisageons des journées de sensibilisation européenne. Nous suivons l'objectif de la Commission européenne qui est la sollicitation de 90% des citoyens concernés par les dépistages des cancers du sein, du côlon et de l'utérus. Sur l'accès équitable aux soins, nous insistons sur l'existence d'une directive des soins transfrontaliers. Nous insistons également sur la nécessité de qualifier les métiers spécialisés en cancérologie et sur l'importance de développer des solutions numériques. Nous demandons la mise en place de critères de qualité des établissements de santé prenant en charge des patients et en lien avec le professeur Thierry Philippe, l'accréditation de centres de référence en cancérologie. Nous demandons également le renforcement et l'harmonisation des programmes nationaux de lutte contre le cancer qui sont déjà mis en place dans la quasi-totalité des États membres. Nous faisons un chapitre particulier sur les médicaments dans l'idée d'amorcer la mise en place du cercle vertueux qui permet de garantir l'accès équitable à des médicaments disponibles et abordables, évaluation conjointe, négociation conjointe avec les industriels de santé, lutte concertée contre les pénuries. À chaque étape, nous avons priorisé les médicaments du cancer qui seront les premiers concernés par l'évaluation, par la négociation d'innovations coûteuses, par la mise en place de paniers de réserve de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur et dans la future autorité d'urgence et de réponse de préparation aux crises HERA, pour lesquelles, là encore, nous pensons que nous pourrions soutenir l'innovation en cancérologie. Je ne reviendrai pas sur les leçons tirées de la crise Covid, sur laquelle vous êtes tous amplement intervenus. Nous avons également un chapitre important sur le soutien aux patients, qu'ils soient en évolution ou qu'ils soient guéris, ainsi qu'à leurs aidants. C'est une prérogative des États membres, mais nous souhaitons là aussi avoir des recommandations sur le soutien des associations, et nous en avons entendu 2 de grande qualité, la qualité de la vie, la réinsertion, la littératie en santé pour l'appropriation par les patients de leur maladie. Nous souhaitons également promouvoir la mise en place d'un passeport post-thérapeutique et l'implémentation du droit à l'oubli, qui est, comme vous le savez, le moyen d'éviter la double peine médicale et assurantielle aux patients guéris du cancer. Nous faisons un chapitre à part sur les cancers des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, évoqués sous l'angle des traitements médicaux,
avec la reconnaissance de la spécialité d'oncologie pédiatrique, la révision de la législation sur les médicaments pédiatriques et orphelins, et l'objectif ambitieux d'augmenter de 20% le nombre d'innovations thérapeutiques disponibles. Les moyens d'action sont bien évidemment la recherche, principal moyen d'action, et en lien avec la mission Europe et le programme Horizon Europe, nous préconisons l'utilisation de l'intelligence artificielle, le développement de la génétique et de l'immunologie et la mobilisation de nouvelles compétences en bioinformatique. La recherche doit être, selon nous, indépendante, transparente, multidisciplinaire et adéquatement financée. Et dans ce contexte, nous demandons une augmentation de 20% des financements sur la recherche d'innovation diagnostique et thérapeutique. Nous avons également des demandes sur l'incitation aux essais multicentriques européens, sur les programmes de recherche en sciences humaines et sociales, et nous insistons sur la nécessité de faire participer les associations de patients à la recherche. Partage des expertises et des connaissances, avec mise en réseau des expertises, en particulier sur les cancers rares avec le renforcement des European Reference Networks, partage des données issues des registres des cancers et partage des données cliniques, non seulement données hospitalières, mais aussi données de la vraie vie, avec la proposition d'un European Cancer Cloud au sein de l'espace européen des données de santé. Enfin, nous proposons le partage des programmes de formation destinés aux professionnels de santé. Pour finir, le troisième moyen d'action déterminant est pour nous la création d'un Institut européen virtuel du cancer avec une mission de coordination des programmes nationaux, mais également une mission d'élaboration de recommandations et des missions spécifiques dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer. Le financement de ce plan sera de 4 milliards d'euros. Il devra mobiliser plusieurs programmes européens, pas seulement le programme santé, et nous y demandons, afin de préserver une approche pan-européenne, que moins de 30% de ce budget soit dédié aux États membres. Voilà très rapidement fait le catalogue des mesures que nous demandons sur ce plan européen contre le cancer, sur lequel nous sommes en train de travailler et qui sera présenté dans les prochains mois. Je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique, pour cette intervention. Merci surtout pour le travail énorme que toi et tous tes collègues ont fait et continuent à faire au niveau du Parlement européen pour avancer la cause du cancer. Et nous sommes très contents du côté de la European Cancer Organization d'avoir pu quelque peu contribuer à aider certains de tes collaborateurs. Et maintenant, j'ai le plaisir de demander au parlementaire Michel Lozana, coprésident du groupe d'études cancer au Parlement français, pour une intervention. Monsieur Lozana, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Puisque Véronique a parlé avant moi, je vais dire en tout cas tous les espoirs que porte aussi l'Europe pour ceux qui s'intéressent au cancer, parce qu'on sent que depuis quelques mois, il y a une évolution flagrante et une préoccupation qui se fait au niveau européen, et je ne crois pas que en matière de cancer, il faille se passer justement de ces coopérations entre pays. La tâche est immense et nous avons encore beaucoup à faire. Et donc, c'est pour ça que je la félicite d'abord pour son travail et qu'elle apporte beaucoup d'espoir. Nous avons par exemple encore des directives ou des éléments à retranscrire en France du droit européen et c'est important d'avancer. Alors, le cancer, je crois que le constat pendant la crise a été fait. Hein. On peut dire qu'il y a une perte de chance, je n'y reviendrai pas. Et à tous les éléments, je vais les reprendre un par un. D'abord, le dépistage quand même. Moi, j'ai vécu aussi, parce que je fais quelques remplacements, la désertification des cabinets médicaux pendant plusieurs semaines, et on comprend bien que, bien évidemment, là, il y a eu une baisse du dépistage très important, parce que les gens avaient peur de venir dans les cabinets médicaux. Donc, évidemment, la réponse, c'est le vaccin, le pass sanitaire.
Et je dois dire que je mets aussi de l'espoir dans ce qui avait été décidé antérieurement, c'est-à-dire les associations de dépistage et de prévention. Je fais partie du COPIL, d'une association qui est peut-être une des plus avancées dans le pays, qui est celle de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai bien espoir que ces associations de dépistage et de prévention amènent aussi des progrès. Par exemple, je vais vous donner un exemple, pour le dépistage du cancer colorectal, il faut aller chez son médecin généraliste pour avoir une plaquette de dépistage ou autre. Il y a des choses à faire, je pense, qui peuvent faire en sorte que nous n'aurons plus besoin de cette étape-là, et en période de Covid, peut-être contacter directement ceux qui nécessitent ce dépistage. Voilà, c'était un exemple. Je crois que c'est un axe important aussi, le dépistage dans la stratégie décennale. On en a parlé antérieurement. Et les buts qui ont été mis en avant et qui ont été rappelés par le président de la République d'éviter les cancers sont bien évidemment à rappeler, mais je crois que tout le monde l'a encore à l'esprit. En tout cas, la stratégie décennale est un élément important du futur dans le traitement, prévention et diagnostic des cancers. Le diagnostic a pâti évidemment de la désorganisation des structures hospitalières, et là je crois qu'il y a toute une réflexion à avoir. Je sais que certains ARS se sont déjà penchés là-dessus. Par exemple, quand on ferme des services de manière préventive ou autre, on comprend bien qu'il y a de suite un retentissement sur les diagnostics, sur les gestes chirurgicaux, par exemple. Et donc, là, il y a à apprendre de ce qui s'est passé. Et puis, dernier point, les traitements. Les traitements, ça a été dit aussi, les traitements ont été parfois un peu ajournés, reportés. Tout cela entraîne une perte de chance. Je lisais ce qu'a fait l'ARS de Bretagne avec la mise en place d'un groupe de travail très tôt, ils ont donc dû baisser un petit peu, freiner en tout cas les pertes de chance, parce qu'ils ont eu une organisation qui a permis d'assumer pas mal de traitements grâce à la mobilisation des médecins. Mais c'est un exemple, et je pense qu'il faut, en période tout à fait particulière, telle qu'une crise, comme nous l'avons vécu avec le Covid, essayer d'être inventif et en tout cas mettre tous les efforts autour de la table en même temps. Quelques mots sur les médicaments, parce que je parlais des traitements. Nous avons frôlé le manque de certains médicaments. Là aussi, le législateur a déjà pris des mesures qui sont assez fortes, puisqu'il y a une obligation maintenant pour les labos pharmaceutiques d'avoir un stock de médicaments suffisant pour faire face au premier temps. Et en tout cas, on espère, nous avons pu contenir donc le manque de médicaments, mais on est passé pas loin, me semble-t-il, et c'est une vraie préoccupation. Dans le monde sans cancer, puisque c'est un peu de ça que l'on parle, il y a aussi l'équité territoriale à prendre en compte. Moi, je suis issu d'un département très rural, et si la France commence à avoir une structuration de son organisation en oncologie, tous les territoires ne sont pas pourvus à la même enseigne, et c'est un effort qu'il nous faut continuer là-dessus. Je crois que le travail en réseau, c'est de plus en plus important, et à tous les niveaux. Et en particulier aussi pour ce qui est des données de vraie vie, et c'est un enjeu majeur dans le futur, que d'avoir un réseau qui puisse remonter les données que constatent les médecins. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de nouvelles thérapeutiques qui apparaissent. Ce sont parfois des stratégies thérapeutiques, et je crois que la mise en réseau est absolument nécessaire. Et dernier point, par rapport donc à ces médicaments et à ces traitements, nous avons aussi devant nous la problématique du coût, puisque ce sont souvent des médicaments nouveaux et assez chers, avec des thérapeutiques très innovantes ou autres. Et là, le législateur doit se pencher là-dessus, parce qu'il y a, à travers la mise à disposition précoce ou les évaluations, les essais thérapeutiques ou autres, se posera au bout
le problème de la prise en charge financière, et donc c'est un élément très important. Comme d'ailleurs, alors je dirais, j'ouvrirai un peu plus large, la préoccupation territoriale peut s'ouvrir aussi à la préoccupation européenne, puisqu'il y a certains pays, évidemment, qui ont moins de chances que nous pour faire face à des pandémies telles que nous les avons vécues. Et là, je sais que c'est aussi une préoccupation à l'Europe et qu'il y a un travail de fait dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes. Eh bien, merci beaucoup. Et nous allons maintenant avoir un petit clip et ensuite quelques témoignages enregistrés avant de continuer et conclure cette session. Don't let COVID-19 stop you from tackling cancer. Älä anna koronan estää syöpäseulontaa. Il Covid non deve fermare la lotta contro il cancro. Não deixe que a Covid-19 o impeça de enfrentar o cancro. Ne engedje, hogy a Covid megakadályozza a rák elleni küzdelemben. Не позволявайте на COVID-19 да възпрепятства борбата с рака. La COVID-19 ne doit pas être un frein aux soins contre le cancer. Laat COVID-19 u er niet van weerhouden kanker aan te pakken. Laikas veikti. Neleiskime COVID-19 stabdyti mūsų kovos su vėžiu. Nu lăsați COVID-19 să vă împiedice în combaterea cancerului. Μην αφήσεις την COVID-19 να σε σταματήσει από την αντιμετώπιση του καρκίνου. Ne dopustite da vas COVID-19 spriječi u borbi protiv raka. COVID-19 darf der Behandlung von Krebs nicht im Wege stehen. Laat COVID-19 u er niet van weerhouden kanker aan te pakken. Time to act. It's time to act. It is time to act. Don't let COVID-19 stop you from tackling cancer. Nie możemy pozwolić na to, żeby COVID-19 zatrzymał walkę z rakiem. No dejes que el COVID te impida hacer frente al cáncer. We can all make it a success and call time on cancer. It's time to act. For all of us, to act together. To find out how, go to timetoactcancer.com. Thank you. Eh bien, nous voici arrivés au terme de cet événement dans lequel nous avons vu de façon très cohérente et très convergente des députés, des membres d'instituts, des experts, des spécialistes, mais aussi des représentants des patients, des associations. Ils nous disent tous ensemble que le Covid ne doit pas être un frein à la lutte contre le cancer. Et c'est vrai, nous devons continuer, nous devons être mieux armés pour que les maladies transmissibles ne retentissent pas sur les maladies non transmissibles et les maladies chroniques. Nous sommes tous interdépendants, nous l'avons vu, nous sommes tous liés par ce type de crise. Nous devons tous rester solidaires, solidaires des patients, solidaires de leurs familles, solidaires des citoyens et autant que faire se peut, aider nos décideurs et pour ce qui me concerne les décideurs européens à augmenter vers le haut leurs compétences en santé et à se donner tous les moyens de lutter contre tous les fléaux, en particulier les cancers. Merci beaucoup Véronique pour ces paroles. Il est vrai qu'il est très important de nous aider les uns les autres et cette séance a montré la qualité du soutien que le patient cancéreux, parce que finalement la finalité de notre réunion, c'est le patient cancéreux face à cette crise que le Covid
a mis en place sur tous les domaines, non pas seulement de la santé, mais aussi de l'économie et de tout. Il est important de travailler ensemble. Il est important de travailler ensemble aussi au niveau européen. Au niveau européen, en reconnaissant que dans certains pays, on a beaucoup de moyens, dans d'autres pays, on a moins de moyens. Et là aussi, il faut une grande solidarité. Il ne me reste qu'à remercier tous ceux qui ont aidé la European Cancer Organization à travailler dans ce domaine, à s'investir dans ce domaine, non pas seulement au niveau européen, mais maintenant au niveau des différents pays. Je vous ai montré tout à l'heure, nous allons continuer l'année prochaine. Et il ne me reste qu'à espérer que grâce à vos efforts et aux efforts de tous les autres pays, nous arriverons ensemble à faire que le cancer ne soit pas oublié face à cette crise dramatique du Covid. Je vous remercie vivement et j'espère vous retrouver tous ensemble dans une vraie réunion et non pas dans ces merveilleuses réunions grâce à ces technologies modernes et qui ne remplaceront jamais l'échange personnel. Bonne fin de journée.